Donc, merci à Creative Mornings de me recevoir ce matin. L'inclusion, c'est une thématique qui me tient à cœur personnellement, par mon background, mon vécu, etc. Je pense aussi que l'inclusion, c'est un sujet de l'heure partout dans le monde. Avant de commencer, je tiens à dire que je vais me concentrer principalement sur l'inclusion des gens dits issus de la diversité parce que c'est ce qui me touche moi personnellement. Mais je pense que l'inclusion, c'est important de souligner que en fait, c'est une problématique ou c'est une chose qu'il faut adresser pour tous les groupes sous-représentés, qu'on parle des gens LGBTQ+, des gens des Premières Nations, des gens à mobilité réduite ou handicapés, etc. Donc, moi, je me concentre sur ce que je connais, mais je pense qu'il y a plusieurs des points que je vais toucher aujourd'hui qui se recoupent pour tous les groupes sous-représentés ou qui vivent de l'exclusion, donc qui ne sont pas inclus. Oui, non, je m'en vais à la mauvaise place, je reviens à la soupe. Donc, inclusion. En ce moment, partout dans le monde, l'inclusion, c'est le sujet de l'heure. Avec les mouvements migratoires qui ont existé de tout temps, mais qui s'accélèrent avec la mondialisation, avec la globalisation, on doit déboulonner un mythe. Moi, j'aime appeler ça le mythe de l'uniformité. En fait, le mythe de la nation, de la région, du pays uniforme, homogène, où la population se ressemble, où tout le monde parle la même langue, où tout le monde a les mêmes origines, etc. Je pense même que ça n'a jamais existé et ça n'existera plus. Je pense que c'est le temps de get with the program. Ce qui m'amène à ma famille pixelisée. Donc, j'ai la chance de venir d'une famille qui est extrêmement diversifiée. On est plusieurs dans ma famille à avoir des origines diverses, à venir de différents pays, à avoir des doubles nationalités, à avoir 2, 3 langues, etc. Cette famille-là, comme vous pouvez le voir, en fait, moi, j'ai des cousins qui sont moitié cubain, moitié québécois, moitié ghanéen, moitié québécois, moitié marocain, moitié québécois. Moi, personnellement, je suis moitié argentine, moitié québécoise. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont transmis leur fierté, la fierté de leur culture, la fierté de leur langue. Et donc, au lieu de me sentir divisée entre deux cultures ou à cheval entre deux cultures, je me sens 100% québécoise et 100% argentine. Et je pense que c'est vraiment une chance. Et comme vous pouvez voir, dans ma famille, ce qui nous unit, c'est vraiment le côté, on est une famille, de un, et de deux, le Québec. Par contre, nos expériences sont complètement différentes par rapport à l'inclusion et par rapport à la diversité. Moi, j'ai l'accent que j'ai, comme vous pouvez voir, j'ai les traits que j'ai, la couleur de peau que j'ai, je passe habituellement complètement inaperçue, et ici au Québec, et en Argentine. Parce que j'ai les codes culturels, parce que je parle la langue je parle l'espagnol avec un gros accent argentin, etc. Et c'est la même chose ici. Moi, je dis toujours que ça me rend un peu invisible. Ce qui, plusieurs enfants issus de l'immigration comme moi vont dire, être caméléon, c'est toujours, pas nécessairement une bonne chose, mais c'est ce qu'on fait pour s'adapter. Si vous voyez ici, au fond, c'est mon cousin Moussa. Mon cousin Moussa, de qui je suis très proche, est moitié ghanéen. Moussa n'a pas grandi au Ghana, n'a jamais habité au Ghana, ne connaît pas nécessairement extrêmement bien cette culture-là, et pourtant, à cause de la couleur de sa peau, à cause de ses traits, il ne passe pas aussi inaperçu que moi. Donc, son expérience de vie est complètement différente. Son expérience par rapport à l'inclusion est complètement différente de la mienne, malgré que l'on vienne de la même famille, malgré que l'on ait été élevés ensemble. Moussa se fait demander d'où il vient, se fait demander, son deuxième nom c'est Saïd, Moussa Saïd, il se fait demander s'il est musulman, il se fait dire de retourner dans son pays, il est victime de profilage racial, des choses que moi je ne vis jamais ou à peine très très peu. Ce qui m'amène à parler de privilèges. Je pense que quand on parle d'inclusion, c'est très important de parler de privilèges. Parler de privilèges, c'est vraiment se regarder soi-même, voir quels sont mes privilèges. Qu'est-ce que moi j'ai, ou en fait, quelle permission, entre guillemets, la société dans laquelle je vis me donne que d'autres n'ont pas. Moi, je le vois tous les jours avec mon cousin Moussa, entre autres, puis bon, j'ai choisi lui comme exemple, mais il y en a plusieurs autres dans ma famille. On a tous des expériences différentes par rapport à nos privilèges. Ces privilèges-là, c'est pas nous qui les avons pris à quelqu'un d'autre, c'est des privilèges qui sont là de par la société dans laquelle on vit
et en fait, qui sont là parce qu'on vit dans un système qui est un système raciste. Et donc là, à chaque fois que je dis ça, que je parle de racisme systémique, il y a énormément de gens que le knee-jerk reaction, c'est de faire « Wow, attends, je ne suis pas raciste ». Et je pense que c'est très important de se dire que quand je parle de racisme systémique, je ne suis pas en train de dire que, par exemple, toi, tu es raciste, ou toi, tu es raciste, ou moi, je suis raciste. Ce que je suis en train de dire, c'est que le système dans lequel on vit, qui a été construit il y a de cela bien longtemps, a été construit par la classe dirigeante de l'époque qui était principalement européenne et blanche. Et donc, c'est important de se remettre toujours dans cette perspective-là et de se dire, de se sortir de cette espèce de réaction où on est tout le temps en train de se dire non, je ne suis pas une mauvaise personne, non, je ne suis pas raciste. Regardez quels sont ses privilèges et regardez comment est-ce qu'on peut être plus inclusif et de quelle manière est-ce qu'on peut bâtir quelque chose de différent. Je pense qu'il faut le faire avec un cœur ouvert et en regardant vraiment vers l'intérieur. Ce qui m'amène à parler de documentaire. Vous allez voir le lien un peu plus tard. Donc, comme l'a dit Lorraine, je travaille aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser que le documentaire qu'on présente au RIDM, c'est du documentaire de création, du documentaire d'auteur. Donc, par exemple, comparativement à du documentaire qu'on va voir sur Netflix, qui est un documentaire, qui est un type de documentaire qui est très bien, mais qui a un certain format, une certaine façon de faire, ce qu'on présente au RIDM, c'est des propositions d'artistes et d'auteurs. Une autre chose qui est importante de souligner aussi, c'est que pour nous, au RIDM, le documentaire, ce n'est pas la vérité. Le documentaire, ce n'est pas du reportage, ce n'est pas du journalisme. Le documentaire est un genre cinématographique à part entière. C'est du cinéma qu'on présente, du cinéma du réel. Et donc, sans plus tarder, je vais passer à ce qu'on est. J'espère que ça va. Voilà. Donc, vous venez de voir un petit aperçu des RIDM 2018. Ça ressemble un peu au RIDM dans les dernières années en général. Au RIDM, on essaie d'être le plus inclusif possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire présenter des films de partout dans le monde. Ça veut dire présenter des films qui présentent différents points de vue, dont les créateurs et les créatrices sont de différentes origines, qu'ils soient québécois, canadiens ou de l'extérieur, de partout à l'international. Ça veut aussi dire présenter d'autres formes d'art. Comme vous avez pu le voir, on a de la musique. Tous les soirs, on a des installations, etc. Être inclusif, ça ne veut pas dire être parfait. Au RIDM, c'est sûr que c'est très important pour nous, justement, d'essayer de présenter du documentaire pour ouvrir les yeux aux gens, pour pratiquer l'inclusion à travers le cinéma. Donc, je pense que regarder un documentaire, c'est vraiment un outil citoyen. Ça permet d'aller à la rencontre de l'autre, l'autre avec un grand A. Ça permet de découvrir des réalités qui sont peut-être très loin de nous, mais qui nous ressemblent en même temps beaucoup. C'est des thématiques universelles. Donc, moi, je crois beaucoup au documentaire comme outil contre la xénophobie, contre la misogynie, de formation du citoyen. Quand on parle aussi des RIDM, et je reviens à l'inclusion, ce n'est pas... l'inclusion, c'est une chose que l'on pratique tous les jours. C'est une chose ou un thème ou un sujet qui infuse toutes les actions que l'on prend. L'inclusion, c'est pas un problème à régler. C'est pas, en 2020, c'est le moment où, 2019, on a arrangé notre budget. 2020, ça va être l'année où on va s'occuper de l'inclusion. L'inclusion, c'est une vision, c'est une façon de faire les choses, c'est quelque chose qui est à long terme et il n'y a pas de perfection qui existe, c'est vraiment un travail de tous les jours. Puis je pense que c'est important de toujours se rappeler que la perfection dans ce domaine-là n'existe pas et qu'il faut se donner les outils, il faut se donner les moyens et il faut s'adjoindre les personnes qui vont nous aider lorsque nous, on n'a pas ces outils-là. Je donne un exemple très concret. Au RIDM, en 2015, on a présenté un film qui
était un film d'un réalisateur blanc sur les Inuits. Et donc, ce film-là a été vu par notre équipe de programmation, avec leur background, avec leurs billets, etc., comme un film essayiste, une lettre d'amour au nord québécois à la communauté inuite. Ça a été perçu par les Inuits et par énormément de gens comme un film raciste qui perpétuait des préjugés. Il y a eu un gros backlash au RIDM, on se l'est fait dire, et c'est très bien, et ça nous a beaucoup permis de cheminer et justement d'avoir cette prise de conscience-là je reviens encore une fois, au privilège et de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour modifier nos façons de faire. Ça nous a vraiment amené à faire un travail en profondeur où on a changé notre façon de programmer, on s'est adjoint des consultants, des consultantes sur différents sujets, etc., à demander des deuxièmes regards, des troisièmes regards. Et je pense que ça a rendu notre programmation beaucoup plus inclusive par le fait même. Par contre, quand je parle du fait que c'est un travail constant, on s'est rendu compte que, oui, on essaie d'être le plus inclusif possible dans notre programmation, mais qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de notre organisme? Donc, ça nous a poussé à aller chercher l'expertise de Diversité Artistique Montréal, qui est un organisme de représentation qui fait de la représentation auprès des gouvernements et du milieu artistique québécois pour qu'il y ait plus de diversité dans les écrans, et aussi dans le milieu et les OBNL, etc. Et donc, Diversité Artistique Montréal est arrivé pour nous donner une formation, et une des premières choses qu'on leur a dit, c'est, écoutez, nous, quand on lance des appels à candidature au RIDM pour des postes qui sont ouverts, on reçoit, malgré qu'on fait une diffusion extrêmement large, on reçoit très peu de candidatures de gens issus de la diversité. Est-ce que vous avez une solution concrète qu'on peut appliquer rapidement? Dame nous a répondu, oui, en fait, quand on voit des offres d'emploi en culture, habituellement, l'un des critères dit toujours excellente maîtrise du français. Pour un francophone, excellente maîtrise du français, il dit j'ai été élevé en français, j'écris le français, il n'y a pas de problème, excellente maîtrise du français. Un allophone, une personne allophone va regarder excellente maîtrise du français, va se dire oui, j'ai appris le français, oui, j'écris très bien le français, mais j'ai un accent, des fois je fais un peu de faute, et va s'auto-discriminer, ne posera même pas sa candidature à cause de ce critère-là. Donc, on nous a dit tout simplement enlever excellente maîtrise et peut-être même ajouter troisième langue, un atout. Quand on dit troisième langue, un atout, on est en train de dire aux personnes qui viennent de d'autres origines, qui viennent de d'autres cultures, etc., ce que vous apportez, votre bagage culturel, cette troisième langue-là, on considère que c'est une richesse chez nous. On considère que c'est un plus pour venir travailler au RIDM. Et donc, c'est quelque chose de très simple qui prend pas de temps à faire et qui déjà nous permet d'être plus inclusif quand on fait du recrutement. Ça revient encore une fois au fait que la perfection n'existe pas. Nous, on n'a pas tous les outils. On ne sait pas exactement toujours quoi faire ou comment le faire. Il faut aller chercher cette aide-là. Une dernière notion que je trouve très importante, dont Lorena a parlé aussi, c'est la représentation. Je reviens à mon cousin Moussa de tout à l'heure. Et même à moi, par le fait même, par la bande. Quand je regarde ici au Québec ce qu'on produit, quand je regarde la télévision, le cinéma, etc., moi-même, je ne me sens pas représentée. Mon cousin Moussa ne se sent pas représenté. Être représenté, se voir dans l'espace public, se voir à l'écran, se voir dans les médias, c'est exister. Exister, c'est se sentir interpellé. Et se sentir interpellé, c'est participer. Donc, si au Québec, comme société, on veut être inclusif et on veut avoir la part de chacune des personnes et de la richesse de chacune de ces personnes-là qui amènent une culture, des valeurs différentes, etc., je pense que c'est très important de toujours se rappeler que la représentation, elle est clé quand on parle d'inclusion. Et j'aimerais vous laisser avec trois poignées, comme on dit en québécois, ou trois outils quand on parle d'inclusion. Premièrement, se déculpabiliser. Je reviens en arrière au knee-jerk reaction quand on parle de racisme. Et attention, se déculpabiliser, ça ne veut pas dire se désengager ou se dédouaner. Se déculpabiliser, ça veut dire sortir du réflexe premier, se regarder, nommer les choses en deuxième. Donc, quels sont mes privilèges? Qu'est-ce que je peux faire? Et ce qui m'amène au troisième, qui est changer.
Je pense que si chacun de nous et chaque personne fait de petits gestes, je pense que c'est la somme des petits gestes qui va changer le futur. Et l'inclusion, ce n'est plus, en fait, l'inclusion, c'est plus une question. C'est une pratique qui doit avoir lieu partout et tout le temps. C'est ça l'avenir. Et j'aimerais vous laisser avec une question. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, aujourd'hui, dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle pour être plus inclusif? Merci.